Alors, concernant l'approbation du procès-verbal de la séance précédente, y a-t-il des remarques, des questions? Non? Ok. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté. Décision du maire. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Ok. Alors, on va passer à l'ordre du jour du conseil. Alors, les délibérations. Tout d'abord, désignation des délégués du comité syndical du SMOIS, le syndicat mixte Orge Yvette Seine, donc pour la compétence IRVE. Caroline. Et je n'éteins pas mon micro. C'est sympa. Non, c'est sympa. C'est sympa? Non. Ouais, bien, c'est une bonne. Et parle fort alors. J'ai fait ça. Ah, ben voilà. Non. Ah, c'est bon, ça marche. Alors, donc le 4 avril 2022, nous avons approuvé notre adhésion au SMOIS, donc le syndicat mixte Orge Yvette Seine, au titre de la compétence IRVE, infrastructure de recharge des véhicules électriques et hybrides. Il convient désormais de désigner au sein de l'Assemblée délibérante un délégué titulaire et un délégué suppléant pour siéger au sein de ce comité syndical. Donc au niveau du délégué titulaire, nous proposons donc Sylvain Amar et puis le délégué suppléant, donc Caroline Delavaux-Pirachi. Merci Caroline. Des remarques, des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Nos deux représentants sont élus. Je vous remercie. Donc Sylvain en titulaire et Catherine en suppléante. Alors, actualisation du règlement de mise en place du budget participatif par la très célèbre Virginie Papin. Philippe. Bonsoir. Donc, on vous propose de délibérer sur le changement du règlement du budget participatif. Nous avons appris avec le premier budget participatif, nous souhaitons l'adapter plutôt suite au premier budget participatif. Donc, les modifications qui vous sont proposées, ce serait de ne plus interdire aux moins de 18 ans de proposer un projet, mais de l'autoriser, donc tout âge. La modification suivante, nous avions mis des conditions qui étaient que les projets devaient avoir des thématiques d'environnement, de bien vivre ensemble, d'accessibilité ou de culture. Et en fait, nous nous sommes rendus compte en discutant avec les Parésiens qu'ils s'étaient sentis un petit peu bloqués avec ces thématiques-là. Donc du coup, nous avons décidé de les supprimer et d'ouvrir plus largement, ce qui ne nous empêchera pas, bien évidemment, de veiller pour que chacun de ces projets respecte l'environnement, l'accessibilité, etc. Ensuite, les montants de 40 000 € maximum par projet, nous nous sommes aussi rendus compte que ça avait fait peur un petit peu à certaines personnes pensant qu'ils devaient atteindre 40 000 €. Donc nous l'avons supprimé. Nous avons aussi supprimé pas nécessité de prestation d'études puisque les dossiers sont étudiés par nos services et donc nécessitent quoi qu'il arrive une étude même si elle est faite en interne. Donc ne pas concerner d'ouvrage d'art, on l'a retiré parce qu'il y a quand même peu de chances qu'on nous propose un pont ou autre. Et ne pas comporter de rémunération financière, en fait elle est induite par le Code des collectivités territoriales, donc il n'y a pas besoin de le mettre au règlement intérieur. Au niveau du vote, avant seuls les Parésiens âgés à partir de 18 ans pouvaient voter. Nous vous proposons d'autoriser les Parésiens à partir de 15 ans de voter, ce qui est cohérent du coup avec les différents projets de conseil municipal des enfants notamment et conseil municipal des jeunes. Et je pense avoir fait le tour des modifications. Voilà, c'est bien ça. J'ai fait le tour des modifications qui vous étaient proposées pour ce règlement intérieur. Merci Virginie. Juste l'ouverture de la procédure, on va dire, des candidatures de dépôt de projet, c'est demain? C'est demain. Pour la Saint-Valentin. C'est ça. Voilà. Et après, donc, dans le journal, il y a tout le protocole, enfin dans le journal, tout le protocole. Le calendrier. Voilà, tout le calendrier est exposé dans le journal. La plateforme en ligne sera mise en ligne demain puisque nous attendons la délibération de ce soir pour pouvoir le mettre en ligne avec les modifications du règlement intérieur. Et donc tout le déroulé, il y aura une large communication faite à l'instar de ce qui a été fait l'année dernière. Ok, je te remercie.
Et voilà, c'est aussi un appel à... C'est comme ça un petit peu qu'on l'a mis en lumière dans le journal, c'est un appel aux bonnes idées. Voilà, c'est pas que des projets qui sont qui coûtent et qui doivent être financés. Ça peut être des bonnes idées, du bon sens que, comme par hasard, nous n'aurions pas eu. Alors, des remarques, des questions? Oui, monsieur? Oui, merci madame. Oui, madame Papin, je voulais vous poser 2-3 questions par rapport à ce qui est indiqué. Vous indiquez que dans le journal de la ville va être repris le calendrier. Moi, je pense qu'au regard de ce règlement, il aurait été bon que ce même calendrier soit repris dans ce que nous allons voter. J'ai regardé plusieurs projets qui sont délibérés dans les communes, et dans la quasi-totalité de ce que j'ai lu, le calendrier il est parfaitement indiqué. Vous indiquez, ça ne vaut pas une critique mais un constat, uniquement, je vais y revenir, les indiquer, dépôt des projets. Voilà, il n'y a aucun calendrier. Vous inscrivez seulement dépôt des dossiers. Moi, je pense que demain ou après-demain, ce qui serait bon, c'est que l'on puisse avoir des items précis sur le dépôt des projets, les études des projets, les communications des projets, qui est, vous avez mis dans le journal, que tout ce calendrier soit repris, le même par définition, parce que je pense qu'il y aura une récurrence par rapport à ça. Je pense qu'il aurait été bon qu'il soit indiqué. Pareil dans l'item que vous indiquez, qui est l'article 4 des étapes, sur les instructions. La faisabilité technique juridique, les estimations financières des projets seront étudiées et un comité de recevabilité validera. Moi je pense, hormis, sans faire offense à quiconque, hormis les services municipaux, quand je regarde la composition du comité de recevabilité, je pense qu'il faudrait vraiment indiquer que c'est quand même les services de la ville, parce que là encore, je pense qu'il est important de se protéger par rapport à ça. Je regardais aussi, c'est des suggestions. Vous parliez à l'instant, et je le comprends, c'est plus clair pour moi, vous disiez à l'instant la plateforme. Aujourd'hui, il est indiqué www par les postes, qui est en fin de compte la page internet. Or, ce que j'ai vu aussi par ailleurs, il est indiqué dans les documents la page sur laquelle on pourra cliquer. Et non pas la plateforme, ce qui me paraît là encore pour l'utilisateur plus facile. Dans l'article 6, la recevabilité du projet il est indiqué être révisable tous les 2 ans à compter de sa sélection. Si je comprends bien, ça veut dire que être révisable tous les 2 ans à compter de sa sélection, ça veut dire qu'on a 2 ans pour le réaliser. Révisable, monsieur, pardon, c'est réalisable. Réalisable, pardon, 2 ans, d'accord. Or, dans le dernier item que j'ai lu, vous indiquez, donc je comprends bien, réalisable, vous avez raison. Si la totalité du budget n'est pas dépensée, aucun report ne sera possible l'année suivante. Il y en a un qui dit, par définition, réalisable sur les 2 ans, et l'autre, aucun report possible. Ça veut dire, et ça me paraît logique, parce que quand on fait un budget, si j'ai bien compris ce que souhaite Madame le maire, c'est que le budget que vous allez allouer, il doit coller sur le budget 2023, idem 2024 et chaque année. Je pense qu'il est difficile de dire à quelqu'un, la réalisation doit se faire sur 2 ans. Je pense qu'il faut le ramener à l'exercice budgétaire, donc c'est sur 1 an. Je vais terminer. Pardon. Et le dernier point, il y en a 2, j'en ai vu 2. Ouais, voilà. En cas de non-réponse sous un délai de 10 jours, si j'ai bien compris, c'est demain, enfin, le calendrier commence demain. Je ne connais pas le nombre de dossiers qui peuvent arriver, mais là encore, par rapport à l'étude faite par les services de la ville, 10 jours, ça me paraît extrêmement peu. Puisqu'il n'y a pas de calendrier, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais 10 jours, ça me paraît extrêmement peu. Si jamais il y avait des compléments ou des études juridiques à faire. J'ai vu, oui, sur le dépôt des projets de la candidature, vous indiquez, le dépôt pourra se faire à titre individuel ou à titre collectif, il ne pourra se faire au nom d'une association, d'une entreprise
Moi, je pense, comme je l'ai vu par ailleurs, et commerce, d'accord, c'est souvent ce qui est indiqué. Les commerces ne peuvent pas déposer non plus, ce qui ne me paraît pas non plus illogique. Il est indiqué aussi, vous avez mis les personnes qui pouvaient participer, tout résident parisien. Moi, je pense qu'il faudrait indiquer ceux qui ne peuvent pas participer, c'est-à-dire les élus du conseil municipal. Et est-ce que les élus du conseil municipal des jeunes peuvent participer? Oui ou non, eux. Voilà. C'est les seules remarques que le groupe de... Ah oui, et puis je termine. Le dernier point, excusez-moi. Le dernier point, je pense qu'il serait bien de rajouter un point final, évaluation du dispositif. Je pense que c'est un dispositif qui va faire ses preuves, mais je pense qu'il serait bien de façon ponctuelle qu'il y ait un outil qui voit les pertinences et les axes d'amélioration. Je pense qu'il serait bien de le rajouter dans le plan. Voilà. Votre micro, s'il vous plaît. Merci de ces remarques. Juste un petit point, je rappelle à tout le monde, les commissions sont faites également pour exposer les remarques, pour qu'on ne perde pas trop de temps en conseil municipal. Juste, le règlement intérieur n'a pas forcément, n'a pas d'obligation d'avoir des dates, une finalité avec limitation dans le temps. Et concernant, mais Virginie va répondre bien sûr, concernant non pas le report, mais un projet qui peut être fait sur 2 ans. Ça veut dire que le budget, c'est l'excédent de budget qui n'aurait pas été utilisé dans le cadre du budget participatif qui ne sera pas reporté. C'est-à-dire que si on a un budget de 150 000 et qu'on n'a utilisé que 60 000 cette année, l'excédent ne sera pas reporté l'année suivante. C'est uniquement ça. Donc Virginie, je te laisse répondre. Je reprends par ordre chronologique les points que vous avez énoncés. Donc, en effet, au niveau du calendrier, l'idée de ce règlement est de le faire suffisamment large pour ne pas avoir à repasser en conseil municipal tous les ans. Donc, sont dans le règlement les points structurants et le calendrier, nous n'avons pas d'obligation à délibérer dessus et le calendrier n'a pas d'obligation à être présent dans le règlement intérieur. Le calendrier est clairement énoncé dans nos publications, sur les différents supports. Et le délibérer dessus nous interdirait un quelconque décalage, ne serait-ce que d'une journée. Et en effet, comme vous l'avez signalé vous-même sur votre 5e point, en effet, il y a des délais nous allons être contraints par des délais et les équipes municipales vont l'être aussi, ainsi que les riverains qui vont proposer des projets. Donc si on met une date butoir, par exemple, d'analyse des dossiers le 8 mai, je vous dis n'importe quoi, bien évidemment, je n'ai clairement pas le calendrier en tête, on ne peut pas décaler au 9 mai. Donc, délibérer sur un calendrier nous amènerait à nous, mais surtout aux services municipaux, une contrainte et les enfermerait dans un carcan. C'est la raison pour laquelle nous ne souhaitons pas proposer au règlement intérieur un calendrier fixe. Concernant l'article 4, au niveau de la composition du jury de recevabilité, je n'ai pas bien noté votre remarque, pardon. Le jury de recevabilité, les personnes qui font les études sont bien les services municipaux et uniquement eux. Et lorsque le jury de recevabilité se réunit, comme nous l'avons fait l'année dernière, les services municipaux sont présents pour expliquer aux membres du jury, c'était Madame Perrochon de mémoire l'année dernière pour votre liste, les services municipaux sont là pour expliquer la recevabilité de chacun des projets. Ensuite, au niveau de la page internet, même raison que pour le calendrier. Si aujourd'hui, dans le règlement intérieur, nous indiquons la page précise de la plateforme, nous risquons, si demain nous changeons de plateforme ou si l'URL change, nous serons obligés de délibérer uniquement pour ce point. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons trouvé plus judicieux de délibérer sur l'adresse générique du site internet de la ville, qui a quand même très peu de chances de changer, alors que nous en sommes propriétaires, alors que la plateforme peut tout à fait changer de prestataire ou autre, et auquel cas nous devrions délibérer de nouveau pour le changement. Donc c'est la raison pour laquelle ce n'est pas présent au règlement intérieur. Le point suivant, c'était au niveau de l'article 6, le report du budget d'une année sur l'autre. En fait, c'est spécifiquement la réalisation d'un projet doit être faite dans les 2 ans.
En revanche, le report de crédit, façon de parler, pardon, quoi, je ne vais pas utiliser les gros mots, un report de crédit d'une année sur l'autre sur le budget, si les 150 000 € ne sont pas dépensés, ils ne repartiront pas sur l'année suivante. Ils sont, entre guillemets, perdus. La sémantique n'est peut-être pas la bonne. Tout à fait. C'est tout à fait pas bonne. C'est jamais perdu. C'est pour ça que je ne fais pas de finance. Le délai de réponse de 10 jours. Je ne me souviens plus sur quel article c'est, s'il vous plaît, monsieur. L'article 8. Merci. Le délai de 10 jours n'est pas envers les services municipaux qui instruisent le dossier, mais est bien sur une non-réponse d'un porteur de projet. C'est-à-dire que comme nous avons un délai contraint, si le porteur de projet n'est pas en mesure de nous amener les réponses, n'est pas en mesure d'amener aux services municipaux les réponses nécessaires pour qu'ils puissent instruire le projet, nous considérons son projet comme non retenu parce qu'on ne peut pas faire souffrir les autres projets d'un délai décalé pour un porteur de projet qui n'aurait pas répondu. Ensuite, excusez-moi, je reprends mes notes. Le dépôt des candidatures, en effet, nous avons mis que entreprise, nous n'avons pas spécifié commerce. Et en effet, Une entreprise. Voilà, qui est une entreprise. En revanche, en effet, nous n'avons pas précisé que les élus du conseil municipal ne pouvaient pas candidater parce que ça nous paraissait comme une évidence, mais je ne suis pas fermée à ce qu'on le précise pour le prochain sans difficulté. Et le point sur l'évaluation du dispositif, j'attends très clairement la fin du dernier projet qui est en train de se finir. Là, il nous manque juste des affichages sur le workout qui est installé à la coulée verte. J'attends ça pour pouvoir faire un retour global aux membres du jury qui ont participé pour leur dire, voilà, les points d'évaluation, le nombre total de dossiers déposés, où est-ce qu'on en est, quel délai ça a mis, etc. Donc il y aura systématiquement, vous avez déjà sur la plateforme un retour par projet des avancées. Vous avez le suivi des travaux, les porteurs de projets sont contactés de manière très régulière par les services pour faire des points et décider avec eux bien évidemment, mais aussi pour leur dire où ça en est. Sur la plateforme participative, l'état du rendu est mis à jour très régulièrement et une fois que le dernier projet sera terminé, donc je vous dis cette semaine ou la semaine prochaine, on est sur un problème de pause d'affichage, donc c'est pas la folie. On mettra sur la plateforme le bilan. Donc l'outil de restitution va être existant. Je pense ne pas avoir oublié de point, monsieur. Merci Virginie pour ce retour très précis. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté pour le règlement intérieur. Merci. Maintenant, on va avoir deux rapports annuels d'activité 2021 pour la MGP, donc la métropole du Grand Paris, et pour le PT12, donc le Grand Orly Seine-Bièvre. Donc, on vous a fait suivre les rapports de façon numérique. Alors, s'il y a des remarques, des questions, on y va, mais non, ce sera, ça, on prend acte simplement, comme quoi on a bien eu les documents, auquel cas, si vous avez des choses à dire, je les ferai suivre à qui de droit, bien entendu. Alors, des remarques, des questions? Oui. Oui, merci Madame le maire. Un peu plus que des remarques, parce qu'un rapport, comme les textes de loi, sont un moment de débat. Il ne vous aura pas échappé, Madame le maire, que vous nous avez envoyé les rapports concernant le PT12 de 2021. Et donc, comme la loi l'indique, puisque c'est la référence du code de la collectivité territoriale que vous avez indiqué, c'est que l'établissement intercommunal adresse chaque année, avant le 30 septembre, le rapport en cours. Bon. Si la logique est celle-ci, c'est le rapport 2022 qu'on aurait dû étudier ce soir. Non, on ne l'a pas. Oui, je vous dis, on est d'accord? C'est que normalement, c'est le rapport 2022 qu'on aurait dû étudier au regard des textes de loi. D'accord? Donc, c'est dommage qu'on n'ait pas, parce que souvent, il y a une corrélation entre le PT et, très honnêtement, les budgets qui sont votés dans les collectivités territoriales. Donc, cette remarque faite, il y a en 2015, juste avant la loi NOTRe,
votre prédécesseur avait indiqué aux Parisiens qu'on intégrait le PT12 parce que ça serait un tournant positif pour notre collectivité territoriale. Un peu plus de 7 ans après, moi je vais vous poser une simple question. Quels sont les investissements qui sont perçus, enfin les financements qui sont perçus par notre ville de la part de l'EPT? Je pense uniquement aux voiries, pour un exemple concret au niveau des voiries. Quels sont les montants qui sont alloués par l'EPT au niveau par l'EPT pour la ville? Et puis de façon très simple, vous en charge de la vice-présidence chargée de la solidarité et du social, quel est votre bilan? Et pour la ville, quels sont les atouts que nous ont apporté le fait de rejoindre le PT12? C'est vrai que ça lui. Donc les deux rapports sont 2021, que ce soit la métropole ou le Grand Orly Seine-Bièvre. On analyse des documents que l'on nous fournit. Si on ne les a pas avant, on peut pas faire suivre autre chose que ce que nous avons. Et là, c'est un petit peu tôt pour de toute façon avoir le rapport d'activité 2022. Concernant la voirie, puisque c'était la question, c'est pas ce que nous octroie le Grand Orly Seine-Bièvre, mais c'est effectivement le montant que l'on a figé, en fin de compte, au niveau des investissements, c'est de 500 000 euros. Voilà, pour la voirie, ce qui est relativement peu. Mais c'est proportionnel au kilomètre de voirie, on a 25 km. Voilà, autrement au niveau de ma vice-présidence, je vous remercie de vous renseigner. Donc oui, moi je trouve que ça a permis de développer une autre facette qui est tout à fait logique aujourd'hui avec les problèmes d'approvisionnement, de tri, de réemploi. Donc une autre visibilité de tout ce travail que l'on doit faire tous pour ne plus épuiser les ressources de notre planète et également ne pas rentrer dans l'hyperconsommation. Donc pour moi c'est important, c'est une prise de conscience. Le fait d'avoir installé et la MEP et toi tu fais quoi à l'ISCOP, après il y a le cycle de vie des associations qui n'est pas toujours le même, également le théâtre du fil. Au niveau de la ville, ça a permis d'apporter une autre vision, notamment au niveau du quartier. Ne serait-ce que le côté humain que l'on doit redévelopper et qui est, on parle de social, c'est également ça, et c'est important. Voilà. Donc sur ces deux rapports 2021, voilà, débattons si vous souhaitez débattre, il n'y a pas de souci, mais bon, effectivement, c'est du échu. Hein. Donc pour moi, voilà, on en prend acte, on peut je passerai si vous voulez. Non pas en numérique, mais en livre, je peux vous les passer pour ce soir, il n'y a pas de souci. Donc, on prend acte, oui. Bon, merci de votre réponse, Madame la maire. Concernant la métropole du Grand Paris, avant de prendre acte, avant de revenir sur quelques points, j'ai vu que la ville, dans le rapport qui nous a été communiqué, la ville avait perçu dans le réaménagement de l'îlot, et je crois que sur 2 véhicules électriques, des financements, je crois que pour le premier, sur l'îlot, a dû toucher 190 000 euros, 194 000 euros, et sur les véhicules électriques, a dû toucher 16 000 euros, donc, la métropole du Grand Paris. Ok, donc c'est l'action qui a été conduite et considérant qu'elle a été bien conduite. Par contre, je m'étonne un peu plus sur le budget des 740 000 euros qui avait été ouvert, le budget qui avait été ouvert par la métropole du Grand Paris. Et j'ai vu que la ville de Juvisy avait perçu 170 000 euros au titre de l'année 2021 pour le commerce de proximité. Or, est-ce que vous considérez que le commerce de proximité sur Parennes n'a pas besoin de financement puisqu'il n'y en a pas eu d'inscrits? À mon avis, la ville de Paris-Poste au niveau de la métropole du Grand Paris, puisque je vous dis, Juvisy a touché 170 000 euros pour la grande rue. Ou est-ce que vous pensez que vous allez faire des demandes pour pouvoir avoir des subventions pour aider le commerce de proximité à se redynamiser un peu? Moi, je m'inquiète un peu du centre-ville, je ne suis pas le seul, puisque l'ex-Crédit Lyonnais est fermé depuis longtemps, et que certains commerçants voient que ça aurait besoin d'être organisé de façon positive. Est-ce que vous pensez
faire appel à la métropole du Grand Paris au niveau financement pour vous aider dans cette action. Alors, ce n'est pas des financements, on ne donne pas 170 000 euros comme ça et on dit on va redynamiser les centres-villes. C'est dans le cadre d'un projet pour revitaliser les centres-villes. Mais ça donne des contraintes également à l'égard des collectivités, à savoir un pas de porte qui est... qui n'a pas de preneur. La collectivité s'engage sur une durée de 6 mois à retrouver un commerce équivalent. Si elle n'a pas trouvé, et en même temps elle paye les loyers, et c'est à ça que servent ces 170 000 euros. Et si elle n'a pas trouvé de commerçants, après, ben, il faut bien rendre des comptes. Donc, on ne peut pas garder des devantures fermées. L'autre engagement, c'est également de permettre à des commerces de s'installer avec dans un échéancier au niveau loyer, puisque la collectivité prend en charge une partie du loyer du fonds de commerce. Donc c'est tout un travail. À l'échelle de Juvisy, il y a la Grand Rue, comme vous dites, et il y a beaucoup de devantures qui sont fermées, et c'est pour éviter la reprise de ces pas de porte par des commerces qui ne seraient pas souhaités. Sur la ville, on n'est pas vraiment face, il y a peu de commerces, et on n'est pas vraiment face à ce genre de situation. Le Crédit Lyonnais, le souci qui est rencontré, c'est une demande excessive de loyer. Mais ça, c'est le propriétaire parce qu'on a tenté avec Sandrine Vétrénaud de trouver des repreneurs. Mais voilà, en plus avec la pénurie, des loyers excessifs, il faut pouvoir avoir sa vision, sa prospection commerciale qui est quand même, qui doit être très, très précise. Et là, vu la situation économique, c'est difficile de se projeter. Donc voilà, c'est pas fermé, on y a réfléchi, c'est pas à notre échelle encore que c'est intéressant, comme je dis, parce qu'on a des petits commerces, mais voilà, c'est pas de l'argent qui est balancé comme ça, on vous donne 170 000 euros pour faire ce qu'il y a, pour refaire la façade du commerce ou autre. C'est vraiment un travail très précis avec des contraintes et avec des objectifs. Nathalie ? Oui ? Je voulais juste Oui, préciser vas-y. aussi que souvent les financements sur les commerces on doit rentrer dans un dispositif de cœur des villes qui est plutôt pour des villes moyennes et souvent paraît écarté de ces dispositifs, oui. dispositifs-là par rapport à la taille aussi du nombre d'habitants, parfois, en tout cas sur des financements sur ces questions de commerce. Voilà. Alors, si je me permets, sur certaines villes, vous avez entièrement raison, mais c'est plutôt au niveau de la CCI ou d'autres, d'accord. Mais sur la métropole du Grand Paris, je ne crois pas. Donc, quand vous dites que par de villes moyennes, généralement. Voilà, quand il y a des contraintes, évidemment, il y a des contraintes, mais il n'y aura peut-être pas que demain dans le centre-ville. Moi, c'est dommage, parce qu'ils ont aussi, il y a des contraintes, mais aussi, ils ont des managers qui sont assez puissants pour trouver des solutions. Donc, je trouve ça dommage de se priver de ça, surtout que c'est financé par il y a un budget qui est ouvert chaque année. Voilà, il y a peut-être des contraintes, il y a peut-être des difficultés, mais voilà, je pense que vu le contexte, et vous avez raison, c'est difficile, c'est quand c'est de plus en plus difficile qu'il faut se faire aider. Donc, Non, mais je n'ai pas dit qu'on n'irait pas dans ce sens-là. C'est pour l'instant, on n'a pas eu on n'a pas. Il n'y a pas l'opportunité, c'est pas l'opportunité, mais c'est pas vraiment bien fondé dans les médias. Il y a un commerce qui est fermé. Alors mettre tout en branle, tout un processus de cœur de ville, comme dit Caroline, c'est lourd pour un commerce. Donc c'est quand même un petit peu, c'est pas adapté à notre problématique et ni à notre ville. Voilà. Donc on prend acte pour la MGP également. Merci. Alors, le dossier tant attendu, le rapport sur les orientations budgétaires, Rob Fouad. Waouh. Merci Madame le maire, bonsoir. Je vais afficher à l'écran une présentation sur le rapport d'orientation budgétaire. C'est pas ça.
On y est. Alors, concernant cette présentation du rapport d'orientation budgétaire de l'année 2023, qu'est-ce qu'un débat d'orientation budgétaire? Donc, comme le dit la loi, on doit débattre sur nos prévisions et ce qu'on souhaite adopter pour 2023 concernant ce budget. Donc, qu'est-ce qui rentre en ligne de compte? Nous avons les données au niveau national, intercommunal, avec le PT dont on vient de discuter à l'instant, et local. Donc, toutes ces données vont influencer nos décisions sur le budget 2023. C'est la situation financière de la ville qui va jouer sur ce budget 2023. Et puis, on va commencer à présenter et à prévoir les orientations budgétaires envisagées en matière de dépenses et de recettes. Concernant le planning, donc nous sommes à 2 mois avant la présentation du budget primitif de l'année 2023. Et donc nous avons le ROB, le DOB, et ensuite le budget primitif en mars-avril, le compte administratif de l'année N-1 en juin, et en décembre, nous pourrons établir des modifications de ce budget primitif 2023. Concernant le contexte national, activité économique mondiale avec un ralentissement, on a une inflation qui atteint des niveaux jamais vus. On parle de crise du coût de la vie, durcissement général des conditions financières, la guerre en Ukraine, les effets de la pandémie Covid. Tout ça joue sur notre budget. On a une prévision de croissance qui est ralentie. On est à 3,1% en 2022 et on espère le ramener à 2,7%. Une baisse de la croissance prévue même en 2023 à hauteur de 2,7%. C'est le PIB qui est à 1,2% en 2022 et qu'on espère avoir à 1,8%. On prévoit d'avoir à 1,8% en 2023. Donc, concernant le déficit, on est toujours sur l'objectif d'être en dessous de la barre des 3%. Donc on essaie d'avoir une baisse au niveau national progressive. On a 5% en 2022, on espère 4,5% en 2023, 4% en 2025 et 3,4% en 2026 pour atteindre descendre en dessous de la barre des 3% à 2,9% en 2027. Voilà pour les prévisions pour le déficit. Et côté inflation, on a des chiffres qui font un peu peur. On a 8,8% d'inflation en 2022 et 6,5% de prévu en 2023. Voilà pour les chiffres au niveau national. Concernant la loi de finances 2023, mise en place d'un fonds vert de 2 milliards. Le fonds vert, ça permet de soutenir les projets de transition écologique des collectivités locales. On n'a pas de réforme d'ampleur sur cette loi de finances concernant les collectivités territoriales. Donc, augmentation du concours financier de 320 millions d'euros, mais Paris et Poste ne percevra, comme en 2022, pas de dotation de DGF. On a la mise en place dans cette loi de finances 2023, la mise en place d'un filet de sécurité centré sur les dépenses énergétiques. Ça concerne la prise en charge partielle de l'État, de la facture des collectivités, dans le cas où le montant dépasserait 180 € du million de watteurs, milliers de watteurs. Voilà en macro résumé, ce que prévoit la loi de finances pour 2023. Concernant le contexte intercommunal, le PT est aussi impacté par les effets de la crise énergétique et économique. Il y a eu transfert de la dynamique de la CVAE à la métropole du Grand Paris. Donc, le PT en était bénéficiaire et là, elle ne l'a plus. Donc,
face aux dépenses inflationnistes à venir de l'EPT, l'EPT ne pourra ne compte de toute façon que sur les ressources des collectivités. Donc il va falloir qu'on prévoie peut-être des modifications du montant de la FCCE. Voilà. Pourquoi ces informations? Contexte national, la loi de finances 2023, le contexte intercommunal, notre projet pour les Parisiens. Et tout ça, ce sont ces données qui vont nous permettre de construire et à prendre en compte pour notre budget 2023. Concernant les orientations au niveau de la commune pour le budget 2023, les 4 thèmes phares: éducation, restauration, sport, événements et culture, et sobriété et exemplarité. Côté éducation, nous avons la mise en place de classes transplantées. On parle de changement de site pour répondre à l'augmentation importante des jeunes. On relance les séjours après une période marquée par les restrictions sanitaires liées au Covid. Notamment, on prend en compte dans ce budget le montant de fonctionnement qui est attribué au MELES, qui est redispatché directement sur l'activité de la jeunesse. Côté restauration, on poursuit les démarches de lutte contre le gaspillage et puis on maintient forcément la qualité des repas malgré la hausse des matières premières. Côté sport, la réflexion portée sur l'adaptation des équipements sportifs aux besoins des pratiques. Et côté événementiel et culture, on parle d'Halloween, de marché de Noël qui fonctionne bien. Et puis côté temps périscolaire, on parle de l'instauration d'un nouvel orchestre. Côté sobriété et exemplarité, la ville s'engage dans la rénovation des bâtiments municipaux et puis on est sur la poursuite des économies d'énergie. On parle de réduction de chauffage des bâtiments municipaux, la pose de boîtiers d'éthanol sur les véhicules, la lutte contre le gaspillage des déchets et de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut dire sur 2022 ? Le résultat annoncé serait de 2,9 millions d'euros qui permettra d'assurer les investissements prévus en 2023. Concernant les ratios d'analyse financière, nous sommes au-dessus des moyennes de la strate, côté taux épargne brut, marge d'autofinancement, niveau de service rendu et effort d'équipement. Voilà. Si on rentre un peu plus dans les détails des recettes de fonctionnement, de dépenses, d'investissement, donc côté fonctionnement, nous devons prendre en compte l'augmentation des bases à hauteur de 7% pour les recettes fiscales. L'attribution de compensation devrait être maintenue, les subventions et les participations également. Les produits des activités municipales connaîtront une augmentation. Et puis, depuis 2022, la ville ne perçoit plus la DGF. Donc, des recettes de fonctionnement à prendre en compte et qui seront en hausse. Côté dépenses, on va parler, les charges de gestion courante, on parle de fluides, d'entretien, réparation, frais divers, connaîtront une évolution positive. Et les charges de personnel devraient augmenter de 3,5%. Comme on l'a dit, côté EPT, des grandes incertitudes planent au niveau de la FCCT, avec les contraintes définies par la loi de finances et le prix des matières premières. Les subventions aux associations, c'est important, répondront aux besoins des associations. Et les dépenses liées à la péréquation, on parle de SRIF, de PIC, évolueront conformément à la loi de finances. Voilà, donc les dépenses de fonctionnement impactées par les effets de la crise énergétique, coût de l'énergie et matières premières en hausse. On parle de côté charge de gestion courante, on parle d'une augmentation d'environ 145 000 euros côté fluide. On parle
dépenses pour la jeunesse à hauteur de plus de 280 000 euros, avec les classes transportées dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, à côté, charge de personnel, on parle d'une augmentation de 3,7%. On a des effets de report de 2022, et puis on a les contraintes réglementaires, la revalorisation de la valeur du point, la révision du SMIC. Voilà pour le fonctionnement. Côté investissement, on maintient des investissements ambitieux. On prévoit des travaux pour réduire l'empreinte énergétique, remplacement des locaux, remplacement des chauffages électriques anciens par des pompes à chaleur réversibles. On parle de travaux de réhabilitation de l'extension de l'école Paul Bert. Tout ça dans une démarche écologique. Côté extérieur, verdissement du cimetière, équipement de cuves de rétention d'eau, de matériel. Concernant les recettes d'investissement, on est toujours sur le classique, le fonds de compensation de TVA, avec ces TVA qui correspondent, des recettes sont inscrites et qui vont connaître une évolution en fonction de tout ce qui a été investi. On parle de taxes d'aménagement, de subventions d'investissement. C'est en 2023 que la cession des mélèzes est à prendre en compte. Et puis, on va en parler dans deux délibérations, la vente de deux parcelles, les 12 et les 14 rue Maroni. Oui, on vend personne. Parcelles, pardon. C'est mon accent marseillais. Et puis côté emprunt, pas de recours à l'emprunt. On utilisera nos résultats pour assurer notre programme d'investissement. Quelques exemples de dépenses d'investissement. La rénovation de la structuration du cimetière à hauteur de 450 000 euros. La réhabilitation et l'accessibilité de la RPA à hauteur de 252 000 euros. Les études pour travaux de restructuration de l'école Paul Bert, on prévoit 1,3 million. L'entretien des bâtiments communaux et des chaufferies, 220 000 euros. Le matériel informatique, PC, serveurs et chariots numériques à hauteur de 180 000 euros. Voilà une liste non exhaustive du programme d'investissement que nous maintenons ambitieux. Ce qu'il faut retenir, donc pas d'augmentation des taux d'imposition, ça c'est sûr. Poursuite des efforts de rigueur de la gestion communale, tout en maintenant un service public de qualité pour nous permettre d'assurer les investissements. Et pas d'endettement prévu à cette hauteur. Donc nous proposerons donc lors du vote du budget, le budget primitif, un budget 2023 conforme à nos prévisions. Je vous remercie. Merci Fouad. Des remarques? Questions? Oui? Non, probablement des remarques, Madame le maire, mais tout d'abord, dans le cadre de ce ROP, des interrogations. Donc, comprenez bien que je le fais au nom de Stéphanie Jankévitch et de Peggy Perrochon, absentes ce soir et qui sont en charge des finances. Donc, je vais essayer de le faire aussi bien qu'elles auraient pu le faire. Donc, déjà une première question. Monsieur le rapporteur, vous indiquez que le point de sortie pourrait être de 2 millions ou 1,9 million versus 3,9 millions. Est-ce que ce point de sortie comprend la vente des mélèzes? Excellent. Et non, c'est toute une question, il y en a beaucoup. Non, oui, il y en a quelques-unes. Oui. Allez-y. Donc ça, c'est le premier point. L'autre interrogation qui est la mienne, et ça tombe bien puisque nous avons le rapport sur la date un peu plus loin. Concernant les dépenses d'investissement. Les dépenses d'investissement, quand vous écrivez aux Parisiens, vous indiquez année après année que vous avez en règle générale, je vous fais court, 10 millions d'investissements et pour un budget de fonctionnement de 17 millions. Or, pour avoir regardé au fil
des ans, ce sont des choses qui sont inscrites mais qui ne sont jamais réalisées. Et là, on est très loin de ça, puisque seulement dans les 4 thèmes que vous nous indiquez ce soir, qui sont à mon avis enrichis, comme chaque année, vous indiquez, pour l'instant, sur des investissements à hauteur de 2 300 000 euros. Au premier rang desquels, un qui me paraît improbable, je pense que vous aurez du mal à dire le contraire, concernant la restructuration de l'école Paul Bert, quand vous inscrivez 1 300 000 euros, on sait très bien que pour une ville comme Paris-les-Postes, avec les délais d'études et tout ça, il est impossible de mettre des dépenses de 1 300 000 euros pour ce projet-là. Donc, c'est à mon avis quelque chose qui est dommage. Pourquoi c'est dommage? C'est qu'en 2019, vous avez écrit, pour attirer votre attention sur la DAP et sur les mises en conformité qui étaient obligatoires. Je prendrai un seul exemple, le gymnase Cariou. Le gymnase Cariou, c'était le budget estimé en 2017 qui nous avait été communiqué comme chiffre, qu'il y en avait pour 2 millions d'euros. Avec une mise en conformité qui devait avoir un point de sortie maximum en 2018. Or, je vois que dans les priorités qui sont les vôtres, vous indiquez pour 250 000 euros, 252 000 euros, vous indiquez la RPA. Première question, pourquoi vous n'inscrivez pas la restauration de ces gymnases attendus depuis 2018? Donc nous sommes en 2023 pour 2 millions, à l'époque pour 2 millions d'euros, donc je pense que ça pourrait impacter demain ou après-demain les budgets. Quand j'ai vu les slides qui seront peut-être présentés par Mme Prieur, ou je ne sais pas qui présentera ce projet après, je crois qu'il y a un cadencement assez fort sur 2023 et 2024. Donc, si on regarde un petit peu ce qui peut se passer en 2023 et 2024, au regard des sommes qu'il faudra mettre en face, je pense que ça peut être vraiment conséquent. Je ne vois pas donc sur les 2 300 000 euros, ce que j'aimerais savoir, c'est, sans en connaître le détail, bien que ça aurait été bien de le savoir, quel est le budget qui est prévu, inscrit pour la ville dans ces tablettes. Pour l'instant, est-ce que c'est 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions? Là, vous nous indiquez seulement, et vous demandez vous faites un projet sur 2 300 000 euros. Ça fait seulement 2 300 000 euros, ce qui est très, très peu. On sort d'une crise sanitaire et je ne vois pas dans les projets qui sont les vôtres quelque chose qui aurait pu être dans les écoles de doter les classes, les cantines et autres de purificateurs d'air. Beaucoup de collectivités l'ont fait. Là aussi, il y a des aides. Je n'ai pas vu quelque chose pour l'instant à ce niveau-là. Donc le groupe de demain pour Paris vous fait cette proposition-là. Concernant les aires de jeu, là encore, je n'ai rien vu sur les aires de jeu. Je pense qu'il serait bon que les aires de jeu, je ne parle pas que de la coulée verte, que les aires de jeu soient rénovées et que celles qui sont à proximité immédiate de voies passantes, que vous connaissez aussi bien que moi pour François Mallard, Georges Jaurès et tout ça, soient peut-être mieux protégées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc là encore, je pense que c'est quelque chose, c'est que des projets qui pourraient être inscrits au niveau des dépenses d'investissement. Vous parlez des subventions d'investissement. Quel en est le montant attendu? Là encore, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne vois rien, y compris sur la rénovation thermique, qui pourrait venir de la MGP. Là encore, la MGP en a cette compétence. Je regrette qu'il n'y ait pas mention de cette aide financière qui pourrait nous permettre, si on avait justement toutes ces aides qui sont conséquentes, pour les avoir vues autre part, qui nous permettrait de libérer de l'argent pour la ville et faire d'autres projets. Et puis, pour terminer, à ce stade, oui, voilà, excusez-moi, donc on est d'accord que la ville ne fera pas appel à l'emprunt sur ce qui est prévu à l'exercice 2023. Merci. Juste pour les purificateurs d'air, c'est
la réponse la plus courte, la plus simple. Les enseignants n'en voulaient pas. Donc, à partir du moment où les enseignants n'en veulent pas, moi, je ne vais pas aller contre leur avis. Et de toute façon, la conclusion aujourd'hui, c'est que ça ne sert pas à grand-chose. Donc, voilà, là, il n'y a pas de problème là-dessus. Concernant la MGP, c'est à chaque fois qu'on a des projets, on sollicite la métropole du Grand Paris. On l'a sollicité notamment pour la piste cyclable qui sera sur la Vanne et elle participe à concurrence de 630 000 €. Voilà, mais à chaque fois, sur des projets, bien sûr, on sollicite la MGP. Fouad. Ok. Oui, pour reprendre les subventions, effectivement, ce qui est indiqué dans l'Europe, c'est que on prévoit de récupérer des subventions pour les investissements dans le cadre de certaines opérations. Les opérations ont été citées. On parle de restructuration, rénovation thermique, de la RPA, la végétalisation du cimetière. Donc à chaque fois qu'il y a l'occasion, chaque investissement, on recherche les subventions, que ce soit de métropole, du département ou autre. On sollicite toutes les subventions qu'on peut récupérer pour les projets et les investissements qu'on se propose. 2,9 millions d'euros, le montant que j'ai annoncé, on vérifiera, c'est le résultat de 2022. Résultat de 2022, 2,9 millions. Est-ce que la vente des MLS est dedans? Non, la vente de MLS se fera en 2023, donc ce sera dans le résultat 2023. Donc 2,9 millions, c'est 2022. La vente des MLS, on la prévoit en recette dans le budget 2023. Côté investissement, comme tous les ans, vous nous dites qu'on ne fait pas assez d'investissement, que 1,3 million. on parle. En fait, vous mélangez dans les chiffres. Donc, le résultat de 2009 millions, c'est 2022. Donc, je vous le répète, c'est comme ça que vous comprenez bien. Le résultat de 2009 millions, c'est 2022. La vente des MLS, 2023. Donc, si la vente des MLS en 2023, ça ne peut pas être en 2,9 millions de résultats. Donc ça, c'était précédent. Maintenant, je vais vous préciser les chiffres des investissements. Vous insistez sur 2,3 millions. Vous avez annoncé le chiffre de 10 millions. En supposant qu'on montait ou que, je ne sais pas ce que vous avez répété, mais effectivement, on est sur une base d'investissement à hauteur de 10, 11 millions qui vont apparaître. Non, voilà, ok. Donc si vous parlez du réalisé, monsieur. Alors ne dites pas 10 millions. Alors, si vous parlez de 10 millions, c'est le budget global avec le reste à réaliser. Donc effectivement, quand on cumule, on parle de 10 millions avec le reste à réaliser. Donc ne mélangez pas les chiffres. Et effectivement, on annonce là les gros projets à hauteur de 2,3 millions, vous avez fait l'addition, et à ces 2,3 millions s'ajoute 1,5 million d'investissements récurrents, c'est tout ce qui est investissement des bâtiments, enfin récurrent, les investissements qu'on fait sur tous les bâtiments. Donc quand on additionne 1,5 million et 2,3 millions, on est sur chaque année à hauteur de entre 4 et 5 millions d'investissements à réaliser dans l'année 2023. Quand on additionne le reste à réaliser, on est sur une base de 10 à 11 millions. Et effectivement, on a des projets qui ne se réalisent pas dans l'année. C'est comme pour le budget participatif, vous ne pouvez pas nous imposer les 40 000 euros sur une année. Si un projet doit durer 1, 2, 3 années, eh ben, on a des restes à réaliser, à reprendre l'année d'après. Voilà. Donc là, on annonce 2,3 millions de nouveaux projets. Quand vous parlez de 1,3 million Paul Bert, c'est qu'une partie de Paul Bert. Là, on est sur la partie études. Paul Bert, imaginez-vous bien que ça ne va pas se faire en une année. Ça va se faire en X années. Et donc, le budget qui est prévu pour Paul Bert, en 2023, on va poser 1,3 million. Et c'est qu'une partie. J'espère qu'on va les réaliser. Non mais, alors, attendez, on n'arrivera pas à les réaliser en une année, ça c'est clair. Mais on espère les réaliser dans les X années prévues pour la rénovation de l'école Paul Bert. Voilà. Donc, plusieurs années, des projets pluricafères. Purificateur d'air. C'est ton truc. Après, vous parlez d'ADAP, Cariou, vous avez dit 2018, l'échéance c'est 2024, donc c'est pas 2018, c'est 2024. On a une réflexion, on l'a indiqué, sur la datation des équipements sportifs.
On avait Coubertin qui devait sortir des tuyaux. Coubertin est retardé, vous devez savoir mieux que moi pourquoi. Et donc on est sur une réflexion des équipements sportifs. Et effectivement, est-ce qu'on investit ou pas sur Cariou, sachant qu'on peut avoir on est sur une réflexion globale des équipements sportifs. Donc est-ce qu'on met 2, 3, 4 millions sur Cariou ou est-ce qu'on réfléchit à l'ensemble des équipements? Donc on est sur cette réflexion, on a des commissions urbanistes, travaux, peut-être Caroline va prendre la parole, mais on est sur cette réflexion. Donc vous pouvez arrêter de dire Cariou en 2018, on est en 2023. Effectivement, l'échéance pour la DAP c'est 2024. On va assumer tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on fera pour les équipements sportifs. Je voulais juste faire une précision. En effet, on avait laissé pour l'ADAPT, mais on en parlera peut-être après sur le sujet suivant, mais c'est 5 sites à finaliser parce que justement, ils faisaient l'objet de réflexion et on n'avait pas envie d'investir de l'argent si c'était un site qui n'allait plus être utilisé ou en tout cas complètement revu avec le projet Coubertin notamment. Et la réflexion doit être faite sur l'ensemble des équipements sportifs pour pouvoir justement investir au bon endroit. Donc on les avait mis justement à la fin de l'ADAPT parce qu'on avait encore des interrogations et on voit qu'on en a encore aujourd'hui. Donc voilà, c'était volontaire de ne pas intervenir sur ces sites pour rien. Fabrice, tu veux ajouter quelque chose sur la partie équipement sportif? Non, je crois que tout a été dit. Ce que je trouve dommage, c'est d'attendre le DOB. Enfin, il y a eu quelques années, depuis 2018, pour s'étonner de tout ça. Donc si, entre guillemets, vous vous réveillez en 2023 pour nous demander pourquoi on n'a rien fait depuis 2018, ça veut dire que depuis 2018, vous avez assisté à aucune réunion ou à aucune commission qui permettait de comprendre le pourquoi du comment. Donc ça, c'est la première chose. Donc on ne s'est pas endormi depuis 2018. Effectivement, il y a eu des projets, notamment celui du contournement, qui nous ont amené à réfléchir autrement sur ce projet de Cariou. Et on en a parlé en commission maintes et maintes reprises. Ce projet a été retardé, puis retardé, puis remodifié, etc. Donc en fait, on reproche souvent aux élus des différentes villes de ne pas être assez agiles. À pareil, on essaie d'avoir cette agilité et pas de se bloquer sur quelque chose parce qu'on l'aurait décidé à un moment donné. Si à un moment donné, X, il est bon, mais que le lendemain, il s'avère qu'il est mauvais parce qu'un nouveau projet vient entraver sa mise en route et qu'il ne devient plus intelligent, il me semble qu'il est plus intelligent pour nous, avec l'agilité qu'on a sur une petite ville comme la nôtre, de reporter et de réfléchir à quelque chose de plus global. À partir du moment où on ne sait toujours pas ce qui va se passer au niveau de Coubertin, parce qu'on n'a pas encore de certitude absolue, il n'est pas question qu'on se lance dans des choses que l'on pourrait regretter l'année suivante. Donc ça, c'était un petit peu la première chose que je voulais dire. Et je voulais juste rajouter sur l'histoire des subventions de la métropole. On demande effectivement, comme disait Madame le maire, toujours des subventions. Quand on monte un projet comme celui de l'école, qui est en plein montage en ce moment, on ne peut pas inscrire des subventions pour lesquelles on n'a pas encore de résultats et dont on ne connaît pas les sommes qui vont tomber. Donc pour l'instant, on prévoit le projet comme si on le faisait nous-mêmes. On sait pertinemment que dans les dossiers, des demandes vont être faites et on inscrira par la suite les subventions si elles tombent. Pour l'instant, on ne les connaît pas puisque le dossier n'est pas complet et qu'il n'est pas arrivé dans sa complétude au niveau de la MGP, donc ils ne peuvent pas nous attribuer à l'heure actuelle de subventions. Donc, il ne faut pas dire qu'on ne demande pas de subventions, on demande des subventions, sauf qu'il y a des moments précis juridiques dans le montage des dossiers qui fait que par rapport au DOB, pour l'instant, on ne peut pas vous donner de chiffrage par rapport à ça. Voilà. Merci, mais effectivement, au vu des projets présentés par Fouad, on ira à la recherche, ce que j'avais dit au vœu, des subventions. Donc voilà ce qu'il en est du rapport d'orientation budgétaire. Donc on prend acte et on modifie quand même sur la délibération. On n'approuve pas, on prend acte aux éléments afférents donc au ROB. Oui ? Merci. Donc permettez-moi quand même de répondre aux propos ne serait-ce que de M. Varnier. Moi, je vous écoute, M. Varnier, et puis des fois, je vous écoute et je dis il n'a pas tort, et des fois, ça me fait sourire, et je vous dis que vous avez complètement tort. Vous faites partie de ces gens, de ces élus. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à siéger dans cette assemblée, où des fois, vous étiez courtois, et des fois, vous étiez fortement désagréable. J'ai maintes exemples. Vous avez eu à mon encontre, à l'instant, des propos disant que vous ne saviez pas si je siégeais et tout ça. Je vous souhaite de faire ce que j'ai fait moi au sein des collectivités diverses et variées. Ça, c'est l'acte 1.
L'acte 2, c'est que tout à l'heure, j'ai pris soin de ne pas rappeler à monsieur le rapporteur que je lui avais fait un courrier qui datait de 2019, et vous voyez que depuis 2019, on en parlait, puisqu'on avait eu à l'époque des débats sur la date, et je me rappelle fortement que, par définition, ça avait porté interrogation, et je vous invite à relire le courrier que vous avez inscrit, et l'interrogation de ces 2 millions pesait déjà dans le budget. Il ne vous aura pas échappé, monsieur Varnier, que nous avons eu la crise de la Covid, et que par définition, l'activité communale a été ralentie un petit peu par tout le monde. Vous voyez, vous essayez de donner des leçons. Vous avez la dernière fois donné une leçon sur les panneaux photovoltaïques, nous indiquant au groupe de Demain pour Paris que vous étiez les sachants et qu'en fin de compte, on ne pouvait pas tout faire, mais qu'on pouvait dormir tranquille, que vous vous occupiez. Moi, je vais vous donner un projet sur lequel vous avez annoncer des choses, et le moment venu, je vous demanderai ce qu'il en est. Concernant la permaculture, vous avez annoncé dans la presse que sous 2 ans, vous seriez en capacité de nourrir les cantines de Paris-Poste. Feu les 2 ans, monsieur Varnier, on est bien loin de ça. Donc vous savez, des fois dans la vie, il faut un tout petit peu de modestie, et que la vérité n'est pas toujours d'un côté ou de l'autre. Je pense qu'ici, on essaye de faire aussi bien que l'on le peut, très modestement, et que quand on prend la parole pour donner un éclairage sur un sujet, je veux dire, budgétaire, ce n'est pas quand la majorité, et c'est comme ça dans toutes les majorités, quand une majorité a plus d'informations que l'opposition, évidemment que c'est plus facile. Mais quand on a un débat d'orientation budgétaire, permettez-moi de le dire, et j'insiste sur le fait que quand on parle de 10 millions, alors entre le réalisé et le reste est réalisé, d'accord, et que je ne vois que 2 millions, et que sur un rapport que l'on va étudier en quelques minutes, c'est pas Pascal Picard, c'est qu'il est inscrit en disant la programmation c'est 2023-2024. Et je rappelle que cette programmation, elle était indiquée, et on va le voir dans les tableaux, qu'elle devait avoir lieu en 2018. Ce que je veux dire par rapport à ça, le warning que j'attire encore votre attention, c'est que la ville de Paris-Poste n'aura pas de report au regard de sa situation financière. Le préfet, à un moment, il va dire stop, on vous avait donné 9 ans par tranche de 3 ans, c'est la dernière tranche, et ça doit être réalisé. Et c'est pour ça que je dis qu'on peut se satisfaire collectivement d'avoir un excédent fort, mais vu le fait que beaucoup de collectivités n'ont plus d'argent, que l'argent se fait rare, je pense que si la majorité arrive avec des arguments en disant on réfléchit encore parce qu'on a un stade, ceci et cela, je pense que le coup près tombera et qu'il y aura d'énormes masses budgétaires à engager sur 2023-2024. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et donc je regrette, purificateur d'air, on pose la question, moi je suis ravi que Madame le maire nous dise c'est un sujet qui n'intéresse personne. Donc nous on pose la question, on a la réponse, nous ça nous va absolument. On n'est pas là pour se dire par rapport à vous majorité, on n'est pas dans... Il y a eu les élections, donc les élections vont passer. Maintenant on est plutôt dans un moment de gestion, donc nous on donne de l'éclairage par rapport à ce que nous pensons, c'est le but d'un conseil municipal, acceptez-le en tant que tel, et moi j'ai aucune glorie à vous dire, j'avais raison ou j'avais tort, je peux dire je m'en fous comme de l'an 40. Donc voilà, c'est le débat municipal. Ok, merci. Voilà, donc le débat est fait. Je voulais dire quelque chose, mais je me souviens plus quoi. Bon, c'est pas grave. Ça revient pas, c'est pas grave. Donc on prend acte du débat, donc afférent au rapport d'orientation budgétaire. Okidoki. Ça reviendra peut-être tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est juste par rapport à la DAP. Oui, mais on est également, enfin, je suis également en échange avec le préfet parce que la partie, enfin, c'est le sujet d'après. Mais oui, la partie Covid a freiné quand même beaucoup de choses dans ce domaine. On le voit bien, nous, on a fait l'accessibilité de l'avant-scène avec la mise en place d'un ascenseur. On attend toujours l'ascenseur. Il doit être coincé en Chine, il doit arriver par bateau, je ne sais pas. Mais voilà, tout est prêt, on a fait notre boulot. Mais après, derrière, les entreprises ne suivent pas. Mais ce n'est pas les entreprises elles-mêmes, c'est les fournisseurs, c'est tout ce qui est en amont. Donc voilà, moi, j'ai plaidé cette cause-là, effectivement, pour ne pas avoir ce coup près qui tombe au 9 ans passé. Donc avant de revenir sur la DAP, groupement de commandes de location et maintenance de photocopieurs, Fouad. Merci Madame le maire. Donc, groupement effectivement de commandes. Donc, on se
propose d'adhérer au groupement proposé par le PT pour la gestion et la location, la maintenance de photocopieurs. Voilà, ce qui va nous permettre d'avoir des prix compétitifs. Des remarques, des questions? Qui est contre, qui s'abstient? Sa photocopie, merci. Maintenant, commission communale donc pour l'accessibilité, présentation du rapport annuel 2022. Caroline. Oui, donc on a déjà effleuré un peu le sujet, et donc cette commission a lieu donc fin 23 novembre 2022. Pour rappel, elle est composée de représentants de la commune, d'associations et d'organismes des personnes handicapées pour tous les types de handicap. Et donc cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie et des espaces publics. Donc elle établit un rapport annuel dont on va parler ce soir. On en a parlé déjà pas mal en commission. Dans les événements, dans ce qui est important dans le document, c'est de dire que nous avons 22 sites qui sont aujourd'hui conformes. En effet, on a 5 sites à finaliser avant 2024. Alors ça, c'est en effet la durée de l'ADAPT, mais bien entendu, ce qui est important, c'est de pouvoir justifier de pourquoi on aurait éventuellement un retard sur 2024 si c'était le cas. Et ce qui est important, c'est de pouvoir expliquer sur les 5 sites qui sont à finaliser, qui sont Perrieux, Coubertin, Jean-Bouin, Le Parc et Saint-Chéron. Que du coup il y avait une logique, comme l'a dit Fouad tout à l'heure, sur une réflexion collective et puis aussi le contournement qui fait que du coup on n'a pas engagé de l'argent sur ces sites, sachant qu'il y avait une réflexion. Donc à partir du moment où on est en capacité de pouvoir expliquer un certain nombre de choses, il n'y a pas de souci au niveau de la date. Sur la proposition de la commission, ce qu'on s'était dit avec notamment Michel Prieur qui avait été à l'initiative de cette idée, c'était de pouvoir faire une visite de terrain avec des Parisiens et notamment une association pour pouvoir se rendre compte d'éventuelles difficultés pour se déplacer sur l'espace public. Donc ça a été en tout cas notre idée pour pouvoir essayer d'avancer un peu sur ce sujet, même si toute la partie espace public ou autre n'est pas forcément tout le temps de la compétence de la ville, mais la commission n'existant pas au niveau de l'EPT, nous on essaye quand même d'avancer sur ces sujets. Donc voilà, avec Michel, on va faire cette visite le 22 mars, elle est programmée pour pouvoir avancer sur ces sujets. Et donc ce soir, du coup, je vous demande de prendre acte de la présentation du rapport qui vous a été transmis. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, pardon. Oui, merci de ces précisions. Donc ça va, cette visite du site, c'est quoi l'objet? Oui. Milieu. Là, ce milieu-là. C'est bon. C'est de faire un petit état des lieux de toutes les accessibilités, aussi bien au niveau de des bâtiments municipaux que des commerçants et des lieux publics, voilà. Et des travaux dans les rues, tout. Voir tout ce qui se passe dans la commune. Merci. Faire un inventaire, en fin de compte, sachant que c'est pas, comme disait Caroline également, c'est pas forcément de notre responsabilité, mais vu que le PT pour la partie voirie ne prend pas sa part, c'est au moins leur montrer que. On va les impliquer quand même. Oui, voilà, on va les impliquer, mais au moins qu'on leur fasse l'inventaire de ce qu'il y a à faire. Voilà. Bon, l'idée, c'est vraiment de partir du constat où on travaille avec une association qui, du coup, a ses compétences sur l'ensemble des handicaps. On parle souvent du handicap en fauteuil, mais il y en a bien d'autres. Et se déplacer dans la ville peut, pour certains types de handicap, être compliqué. Donc l'idée, c'est de faire l'exercice avec des personnes en situation, une association, et essayer de dresser des constats pour voir quelles améliorations on peut apporter sur ce sujet. Et puis on invitera bien entendu le PT à se joindre à nous et on fera un compte rendu pour pouvoir faire avancer un peu les choses, puisque sur ces questions-là, ce n'est pas la ville qui est compétente.
on en profitera aussi pour aller voir quelques commerces parce qu'eux aussi ont avancé, mais c'est vrai que c'est toujours bien de les sensibiliser sur ces sujets également. Donc voilà, c'est un petit peu l'objet de cette vidéo. Merci Caroline. Oui, pardon. Quand vous dites que la ville n'est pas compétente, vous voulez dire quoi par là? L'EPT est en charge des bâtiments intercommunaux, mais puisqu'on a récupéré le marché, on a récupéré la salle de l'avant-scène, la médiathèque, si j'ai bien compris, elle devrait être aux normes. Donc ça, c'était... Ouais, là, on parlait de voirie plus... On ne parlait pas des bâtiments. On parlait D'accord, pas voirie, forcément. je pense ça peut que être- c'est quasiment bon. Enfin, je vois pas où... Les croisements sont bons. Je sais pas, Mais il y a Michel, quand même des problèmes sur la voirie, sur les trottoirs, pour circuler avec un fauteuil, pour circuler avec des poussettes d'enfants, quand on est âgé. D'accord. Il y a des choses à... Il y a quelques endroits à améliorer. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, on enlève tous les bâtiments, c'est uniquement la voirie communale et avec la compétence intercommunale que vous allez pointer du doigt. Oui, après, bien entendu, on va se mettre en situation d'aller demander quelque chose à la mairie, que ce soit sur des sites aussi accessibles pour voir si tout va bien. On s'était dit qu'on allait faire un parcours à la fois sur le commerce, à la fois sur un équipement de la ville pour vraiment se mettre dans la situation, puisque même si c'est complètement adapté, on peut avoir loupé des choses. Donc vraiment l'idée, c'est de pouvoir faire un point global là-dessus. D'accord. Donc moi, la dernière question, elle revient un peu sur l'aspect finance. C'est, si je comprends bien ce qui est inscrit sur la présentation, c'est qu'il y a 5 sites non conformes à finaliser avant 2023-2024. Parce que là, on est d'accord. On est d'accord que le warning de demain pour pareil, c'est qu'on voit bien que sur ce qui nous est présenté en ce moment, sur les 2,3 millions, ça veut dire que Cario estimé à 2 millions n'est pas inscrit à vos investissements, le 1. Le 2, je peux le comprendre sur une réflexion globale en disant on ne dépense pas inutilement et tout ça concernant le Coubertin par rapport à la déviation, je comprends aisément. Stade Jean-Bouin à mettre aux normes mais pas inscrit au budget d'investissement. Parc Gaston Jankévitch à mettre, là encore, aux normes, pas inscrit au budget. Et le centre du Prieuré à mettre aux normes, pas inscrit au budget. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'on inscrit 2 300 000 € et la présentation qu'on est en train de voir collectivement, c'est que si j'essaie d'avoir une certaine logique, c'est de se dire, ok, on peut aller dire au préfet, bah, écoutez, reculez. Moi, je pense que le préfet peut dire, Madame le maire, et je le dis vraiment dans un esprit collectif, attention, vu la situation de la ville, il faudra vraiment expliquer pourquoi on a reporté, et le fait de dire on a réfléchi, parce que ça, c'est possible pour Coubertin, mais sur les autres items, je pense que ça, y compris Saint-Chéron, et je crois que ça coûtera très cher, je pense que ça peut être compliqué. Donc, et Saint-Chéron avait été identifié dès le départ. Ils étaient dans la dernière partie, les Mélèzes s'est vendu, mais la dernière partie c'était Saint-Chéron et les Mélèzes, sur lequel c'était sur la partie de la 9e année, d'accord. Et je crois qu'on le voit dans votre slide un peu plus loin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc voilà, moi, ce que je dis, j'ai du mal à comprendre, mais vous avez des éléments que je n'ai pas. Ça veut dire que sur une présentation collective, vous dites il y a 5 sites non conformes, mais pour l'instant, dans le débat d'orientation budgétaire, il n'y a pas 1 € qui est prévu d'indiquer. Hein. Et moi, je pense qu'il y en a là, sur ces sites-là, pour énormément d'argent. Voilà, c'est mon interrogation. On regarde les éléments que nous avons. C'est tout. D'accord. Tu veux répondre? Bah oui, il y avait une question ou pas? Non, je pense pas. Pas de question, tout va bien. Non, mais voilà, donc on prend acte. Non, mais nous sommes bienveillants et on discute avec qui de droit, de toute façon, concernant les équipements et enfin, l'adaptabilité des bâtiments. Et comme on l'a déjà dit, au niveau sportif, il y a une révision globale de l'offre sportive et de l'accessibilité de tous ces bâtiments. On en a bien conscience, mais on ne va pas travailler, mettre, comme vous le présentez, 2 millions d'euros sur un gymnase si lui-même, il ne correspond pas aux pratiques que l'on souhaite y développer. Voilà, c'est uniquement ça. Voilà, donc on est conscient de l'échéancier et on travaille effectivement avec les pouvoirs publics pour
pour avoir des possibilités de report. Et Voilà. puis il nous reste 2024. Et il nous reste 2024, de toute façon, c'est pas terminé. Voilà. Donc, on prend acte. C'est beaucoup d'actes pris ce soir. Ensuite, mandat simple de vente dans le cadre de la cession de biens immobiliers. 14 rue des Marronniers, cadastre AC 694, Caroline. Oui, on en a déjà parlé aussi un petit peu dans les recettes. Donc là, c'est donc deux biens qui étaient une propriété de la ville en vue d'un éventuel projet dans le mandat précédent. Donc qui n'a pas abouti. Et donc il a été décidé de... c'était un projet en fait de logement qui était prévu à côté de la résidence Poiseau, qui n'a pas eu lieu, puisque du coup on a décidé de conserver la résidence en l'état en y intégrant le CCAS et puis le service senior. Et donc du coup, comme ces deux parcelles n'ont plus d'intérêt sur un projet de ce type, nous souhaitons du coup les mettre en vente et en faire profiter à ceux qui ont besoin d'un logement sur Paray. Donc là, il s'agit du coup d'autoriser pour Madame le maire à donner un mandat de vente donc à deux agences immobilières parisiennes, Agence de l'Église et Bravo Immo. Donc pour le bien situé 14 rue des Marronniers avec une superficie de 376 mètres carrés, 94 mètres carrés habitables pour un prix de vente estimé par les domaines à 435 000. Donc je ne sais pas si on le fait par adresse, on fait les deux. Oui, voilà, c'est la même chose pour le second. Et puis le second, c'est 12 rue des Marronniers, une superficie de 376 mètres carrés, 76 mètres carrés habitables, et donc qui est estimé à 250 000 euros. Voilà, donc tout ça viendra se rajouter aux recettes dont on parlait tout à l'heure. Merci Caroline. Des remarques, des questions? Pardon, oui. Oui, une question. Vous restez dans la cohérence qui était celle du SRU. Dans le cadre du SRU, il y avait un programme qui avait été présenté de 70 logements pour nos seniors. Et les 250 000 euros qui sont prévus là, au budget pour l'instant, ce que je crois comprendre, c'est que c'est uniquement la rénovation du rez-de-chaussée, CCAS, rez-de-chaussée et autres, mais ça ne comprend pas pour 250 000 euros les 18 logements ça comprend les 18 logements des personnes âgées. Il y a 18 logements. Il n'y a pas de 18... 17, voilà. 17. Est-ce que ça comprend aussi la rénovation des 17 logements? Non. Non. Donc, ça devait être 2016, le SRU, création de 70 logements pour les personnes âgées. Aujourd'hui, la ville prévoit dans son budget d'investissement 250 000, si j'ai bien compris, c'est la rénovation du rez-de-chaussée. Donc, les 17 logements ne sont pas rénovés, même si la partie commune avait été rénovée, je pense que les logements ne sont pas rénovés, ou ils ont été au coup par coup, mais ils mériteraient un petit coup de rafraîchissement. Je crois que c'était M. Chavigny qui avait fait ça en 73, donc autant vous dire que ça date. Moi, je pense qu'on loupe une opportunité, et j'aimerais avoir la réponse, c'est que, sauf erreur de ma part, le terrain qui est juste le Club Louis Poiseau, c'est la maison d'un gars, enfin, qui est occupée par un gardien, rue des Marronniers, et après, il y a les deux propriétés qui vont être vendues. Est-ce qu'il n'était pas opportun, justement, de bénéficier de cette propriété communale, hein, ces trois lots, pour mettre à cet endroit-là, ce qui avait été aussi prévu par vous-même, votre majorité, quelque chose de plutôt maison intergénérationnelle avec un collectif de beaucoup plus de logements qui resteront à 17. Pourquoi je dis ça? C'est qu'on n'a pas beaucoup de réserves foncières sur Paray. Et que si jamais on loupe enfin on va le louper, mais on loupe ce coche, c'est peut-être dommage parce qu'on aurait pu passer de 18 logements ou 17 logements pour les personnes âgées à beaucoup plus. Et que là, on vend quelque chose, certes, ça fera un petit peu de recettes dans les caisses de la ville, mais est-ce qu'il n'aurait pas été, parce que je ne l'avais pas entendu de votre part, est-ce qu'il n'aurait pas été
intéressant, puisque ces 70 logements ne se faisaient pas, de les faire en ce lieu et place. Non, c'est pour ça qu'il y avait cette réserve foncière, de toute façon, mais moi, personnellement, et l'équipe partage mon point de vue, on ne veut pas créer du logement intramuros, de toute façon. Donc, moi, je ne cours pas après le logement et c'est pas là que je veux en faire. Oui, mais senior, après, le problème de la résidence senior, on y travaille sur d'autres sites, mais après, c'est pris en charge pas par des bailleurs, de toute façon. Donc, je pense que Carole, je sais pas, par rapport au logement senior, c'est pas la mairie qui a la main dessus, in fine. Donc, il n'y a pas de plus-value pour nos habitants. C'est pour avoir des seniors qui viennent, comme pour les demandes de logement d'ici ou d'ailleurs. Vous m'appelez ? C'est la même logique. Technique aussi. Oui. C'est la même logique que les 70 logements qui étaient prévus, madame. Ben oui, mais je veux pas de logement, c'est bien ce que j'ai dit. Voilà. Vous ne voulez pas de logement? À cet endroit-là, non. Intramuros, non. Voilà. Il y a aussi une question de faisabilité. Ouais. Oui, voilà ce que disait C'est surtout Fabrice ça. également, voilà. En fait, techniquement, c'était Techniquement, très c'était- compliqué parce que oui. l'intérêt de ce bâtiment-là, c'était de pouvoir le rattacher au bâtiment existant. Parce que autrement, ça veut dire tout raser. Non, je pense pas. Mais si, on a étudié d'accord. justement. Si je vous dis ça, c'est que les premières études montraient qu'il n'y avait aucun intérêt. Le bâtiment est trop biscornu. Enfin, la maison qui jouxte, il y a des demi-étages, des choses comme ça. faudrait tout Donc, raser. il fallait tout raser. Donc presque aucun intérêt de tout raser pour refaire. Voilà. Donc il y avait aussi cette contrainte technique qui a fait que on réfléchit sur des projets identiques, mais à d'autres endroits qui sont un peu moins gênants, comme dit Madame Lallier, pas forcément en plein centre comme ça. Voilà. Mais C'est un c'était pas opportun. Donc, par rapport à m'autoriser donc à signer ces mandats et tous les documents se rapportant à cette décision, d'autres remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Pour, merci. À l'unanimité. Sur les deux délibérations, on les fait en même temps. Hein. On est d'accord? Eh bien, on passe au sujet RH avec Léa. Donc, la première délibération, c'est la prime d'intéressement à la performance collective pour 2023. Donc, il est proposé ce soir de renouveler cette prime. Le montant n'a pas changé, il est toujours d'un maximum de 350 € par agent. Il y a simplement une petite modification sur la répartition. Les objectifs ont été définis avec les services, donc c'est 280 € par service. Et il y a un montant de 70 € qui est collectif à l'ensemble des services, qui a pour objectif de contribuer collectivement à l'exemplarité des services municipaux, notamment en matière de consommation d'énergie, d'utilisation des consommables et de gestion et de recyclage des déchets. Merci Léa. Des remarques? Des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Pour à l'unanimité. Bravo Léa. Alors ensuite, ah oui. Mes lunettes sont là. La deuxième délibération, donc, elle concerne le recrutement temporaire aux saisonniers d'activité pour le remplacement d'un agent indisponible. Donc, les emplois des collectivités doivent être créés par l'organe délibérant. Donc, comme tous les ans, c'est la délibération, elle a pour objet d'autoriser Madame le maire à recruter des agents contractuels pour renforcer les services, pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ou remplacer les agents indisponibles, dès lors que le besoin le justifie. Et donc, c'est pour prévoir la période estivale et l'organisation des séjours ou l'accueil de loisirs durant les vacances scolaires. Donc, le plafond est fixé à 12 adjoints d'animation et 5 adjoints techniques pour l'augmentation temporaire d'activité, et 27 adjoints d'animation, 23 adjoints techniques et 3 adjoints administratifs pour l'augmentation saisonnière. Voilà, ça prend effectivement les équipes d'animation dont on a besoin pour encadrer les enfants, la jeunesse, et également tous les jeunes qui sont en job d'été sur les mois d'août et de juillet et d'août. Des remarques, des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté. Alors, dernier point, mise à jour du tableau des effectifs, Léa. Alors, comme d'habitude, on adapte le tableau des effectifs au recrutement. Donc, on crée un poste de rédacteur territorial suite au recrutement au service communication, un poste de technicien principal de première classe suite au recrutement au service patrimoine bâti
de la DST, un poste d'adjoint technique suite au recrutement au sein du service restauration, un poste d'adjoint technique à temps non complet à 28% suite au recrutement au sein du service restauration, et on supprime en face un poste d'adjoint administratif suite à la réussite au concours d'adjoint administratif principal de 2e classe, un poste d'agent de maîtrise principale suite au départ en retraite au CTM, et un poste d'infirmier en soins généraux hors classe suite au départ en retraite à la petite enfance. Merci Léa. Des remarques, des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est voté. Juste trois petites remarques. Métro ligne 14, on a encore une réunion jeudi concernant pas le métro lui-même mais la gare voyageurs à Morangis. Donc ben voilà, on continue à se batailler pour avoir, alors que tous les voyants sont au vert, sur le bien fondé de cette gare. Ensuite, T7, les travaux ont repris avec l'abattage d'arbres au niveau d'Atis-Mons. Ce sera l'essentiel des travaux pour cette année. Et ensuite, puis après le dévoiement de réseau, mais enfin, ça ce sera souterrain. Et pour ma part, j'ai demandé à la préfecture donc l'autorisation de pouvoir reprendre les titres de carte nationale d'identité et de passeport à la mairie de Paris-Vieille-Poste. Donc on attend de savoir si on pourra effectivement de nouveau faire des cartes d'identité et des passeports. Voilà, sur ce, à tous les amoureux, bonne journée demain et puis tout le monde, bonne soirée. Merci, au revoir.